Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. En fait, ici Paris, pour un épisode spécial enregistré lors d'une discussion publique à la maison Heinrich Heine. C'était en début de semaine, donc avant la censure du gouvernement français, mais on avait déjà suffisamment à dire sur la politique allemande, le Kanzler en campagne, la Koalition et ses compromis introuvables. Alors que le compte à rebours est lancé vers les élections anticipées, c'est l'heure du bilan pour la majorité sortante et déjà, on passe au crible, les thèmes qui vont faire le scrutin allemand. De quoi va-t-on parler ? Sur quoi va-t-on voter ? Bref, qu'est-ce qui fait bouger l'Allemagne ? Et d'ailleurs, cette question a chapeauté tout le cycle de débats co-organisé ces derniers mois par le CERFA, le Comité d'études des relations franco-allemandes à Paris. C'était donc la dernière discussion de ce cycle, plein feu sur la politique. Bienvenue et dans un instant, comme je viens de vous l'annoncer, nous partons pour Paris, pour un épisode d'un genre nouveau, mais tout à fait dans l'esprit du podcast. Rassurez-vous, on est là pour vous aider à décrypter la politique allemande, évidemment. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais poser les questions, je suis l'invitée d'une discussion et c'est la chercheuse Jeannette Zus du CERFA qui anime cette conférence débat. Elle m'a contactée au début de l'automne et initialement, cette discussion devait porter sur le travail de la coalition du feu tricolore, la coalition d'Olaf Scholz, à l'occasion de ses 3 ans au pouvoir. Mais entre-temps, vous le savez bien, patatras, la majorité a fait long feu et nous nous sommes donc retrouvés dans un débat d'actualité. Quel bilan pour le gouvernement sortant et surtout, que faut-il attendre maintenant des élections anticipées du 23 février ? Bref, pendant 1 heure, on a balayé large, vaste panorama de la situation actuelle et j'ai pensé que c'était bien dommage de ne pas en tirer un épisode. L'équipe de la maison Heinrich Heine s'est chargée de la prise de son et j'ai fait un brin de montage pour resserrer la discussion, notamment au moment des questions à la fin. Je vous le signale juste pour être transparente, mais vous avez grosso modo quasiment le débat dans son intégralité, pas de censure, c'est comme si vous y étiez. Alors vous allez entendre mon point de vue de française, vivant à Berlin, et puis à mes côtés, il y avait Hans Stark, allemand, vivant à Paris. Hans Stark est surtout professeur de civilisation allemande à la Sorbonne et il est conseiller pour les relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Voilà, les présentations sont faites. Place maintenant à la discussion devant un public assez fourni pour un lundi matin de décembre. Jeannette Zus, à toi le micro. Ravie de vous voir parmi nous aussi nombreux et nombreuses, d'autant plus qu'il y a tout à fait cette actualité qu'on a vu venir en quelque sorte, mais on peut aussi dire, je pense, que les événements se précipitent. Donc même si c'est très tentant de commenter l'actualité vraiment pressante des derniers jours, voire du jour au jour, j'aimerais bien peut-être juste qu'on commence très rapidement avec un petit bilan tout de même de ce qui a été réalisé en fait lors de ces 3 dernières années. Peut-être revenir sur le point de départ de cette coalition, peut-être peu réaliste au début, qui n'était pas quelque chose de naturel, quelque chose d'acquise. Donc, comment ça s'est fait ? Peut-être nous rappeler 2-3 points. Voilà l'ambition de cette coalition et puis aussi les avancements en fait qui ont été réalisés et qu'il faudrait peut-être pas non plus passer sous le tapis malgré les dissensions qui ont vu le grand jour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que quand on remonte le temps un petit peu, c'est assez vertigineux. Alors, cette coalition s'était auto-baptisée Coalition du Progrès. C'était donc un terme qui était vraiment mis en avant d'une façon assez spectaculaire. Et notamment, et c'est aussi un peu ironique quand on connaît la suite de l'histoire, le Parti des Verts et le Parti FDP, le Parti libéral, avaient travaillé ensemble avant même de faire une proposition à Olaf Scholz dans les tout débuts des négociations de coalition. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis d'accord sur « OK, on va pousser certaines de nos idées qui étaient communes dans la campagne, par exemple la légalisation du cannabis, et on va faire une proposition à Olaf Scholz pour faire cette coalition. » Et c'est vrai qu'il y avait donc beaucoup d'espoir, mais travailler à 3, c'était inédit. Travailler à 3 après Merkel, il y avait aussi, je pense, une place à trouver sur comment exercer une forme de leadership. Olaf Scholz a sans doute un peu échoué de ce côté-là. Et puis, ce bateau un peu bancal, cette embarcation qui pouvait prendre l'eau d'une façon structurelle, s'est retrouvé en haute mer, mer agitée, et donc le capitaine Scholz a peut-être eu du mal à tenir la barre face à des mutineries incessantes au sein de son équipage. Cela dit, cette coalition
a beaucoup travaillé. Enfin, je me souviens, à 2 ans de la coalition, ils avaient présenté un bilan et on voyait que plus de la moitié des points du contrat de coalition avaient été soit mis en œuvre, soit étaient en train de l'être. Donc, beaucoup de choses ont été faites, mais on en a peu entendu parler, à part quelques gros dossiers. La légalisation du cannabis, j'en ai parlé. Très important aussi, la question de l'avortement sur le paragraphe 219A. On va en reparler, je pense, dans la campagne électorale, parce qu'avec le retour de la CDU au pouvoir, ces questions peut-être de l'avortement, des droits des femmes vont peut-être revenir. La coalition a dû affronter les débuts de la guerre en Ukraine, une crise économique, une crise énergétique, et ils ont mis en place des paquets de réformes. Et en même temps, ils ont donc répondu à certaines de leurs promesses, augmentation du SMIC. Je pensais que ça passerait à la trappe vu le contexte. Ils l'ont fait. Une loi aussi d'opportunité économique. Beaucoup de flou dans la mise en œuvre et la communication. Mais mine de rien, elle est là. Est-ce qu'elle va servir de base à une consolidation de l'économie dans les prochains mois et les prochaines années? Peut-être. Donc mine de rien, une coalition qui a travaillé, qui a eu énormément de mal à communiquer et qui a été sabordée par elle-même par ses mutineries. Merci beaucoup Hélène. Alors Hans Stack, est-ce que tu es d'accord avec ce bilan ou est-ce que tu trouves que finalement il n'y a pas eu autant de mesures qui ont été entreprises? Est-ce que la coalition, cette Fortschrittskoalition, cette idée de progrès, est-ce que les 3 partenaires de la coalition étaient au rendez-vous? Bon, en effet, on peut se poser la question si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Il ne faut pas être excessif ni dans un sens ni dans l'autre. Cette coalition a déjà vu le jour pour des raisons précises, à savoir en 2021, le SPD est passé d'1 point devant la CDU au niveau des élections, donc pouvait réclamer le poste de chancelier. C'est la raison pour laquelle on aurait pu faire arithmétiquement aussi une grande coalition, mais la CDU aurait été dans une position inférieure et n'aurait jamais accepté, à mon avis, d'entrer dans un gouvernement avec les sociodémocrates. Et puis, à l'époque, en 21 aussi, je pense que les électeurs, on avait un peu assez de la grande coalition et voulaient changer. Donc, par conséquent, il fallait absolument une coalition triangulaire. Premier point. Deuxième point, cette coalition triangulaire aurait pu se faire avec les chrétiens démocrates. D'ailleurs, M. Laschet l'avait proposé. Peut-être que le FDP aurait été plus heureux en ayant la CDU de son côté, vu quand même la proximité idéologique, programmatique des 2 partis, même si on se souvient qu'il y a eu une coalition entre chrétiens démocrates et FDP entre 2009 et 2013, ça s'est mal passé pour les libéraux, et ça a laissé aussi quelque part des traces. Et donc par conséquent, en 21, tout converge vers une coalition avec le SPD, avec un candidat à la chancellerie, Scholz, qui a grosso modo donné l'impression qu'il n'allait pas trop changer les choses, qu'il allait s'inspirer de l'héritage Merkel, il devait assurer, il a fait une campagne électorale au minima, juste avec le mot respect, et donc tout le monde pouvait s'imaginer ce que ça voulait dire. Et donc par conséquent, il y avait une fenêtre de tir pour former cette coalition très atypique. Il y avait pour moi une grande réussite, c'est la mise en place très rapide de terminaux pour recevoir du gaz liquéfié et la capacité de se rendre maintenant indépendant en moins d'1 an des importations de gaz russe. C'est à mettre à l'actif de cette coalition. Donc en effet, elle a travaillé. Mais d'un point de vue idéologique, ça a été d'emblée très très difficile. Pour moi, cette appellation coalition de progrès, c'est de la com pure, qui doit cacher le fait qu'ils sont, d'un point de vue idéologique, complètement en désaccord sur tout. On accroît les dépenses sociales, on organise la transition écologique avec des dépenses publiques conséquentes, et le tout sans augmenter les impôts. Et là, c'est le triangle impossible entre les revendications des Verts, des sociodémocrates et des libéraux. Et cela fonctionne tant qu'on a en tête une consolidation budgétaire qui repose sur les reliquats de la crise du Covid, quelques 60 milliards pour réaliser l'augmentation du SMIC, pour réaliser la transition écologique, et le tout sans que ça coûte quoi que ce soit aux contribuables, et sans évidemment remettre en question le frein à la dette. Et sauf qu'après, il y a la décision de la Cour constitutionnelle. Et voilà. Et est-ce que tu dirais que c'est ça le point de bascule en fait? C'est le point de bascule. Le point de bascule, il y a donc cette interdiction prononcée par la Cour constitutionnelle d'utiliser les reliquats de 60 milliards, plus les 100 milliards du fonds spécial pour la Bundeswehr qui se sont également greffés dessus, et tout cela a fait que la constellation budgétaire a complètement éclaté et elle a eu raison de cette coalition. Merci beaucoup pour cette clarification. Il y a un terme que vous n'avez pas encore utilisé qui était pourtant très marquant pour cette période gouvernementale, qui a été attribué notamment à Olaf Scholz lui-même, c'est
Zeitenwende, donc le changement d'époque. Peut-être juste revenir rapidement là-dessus. Est-ce que cette coalition a été quand même mise à épreuve et à quel point, au moins, elle a fait preuve de capacité d'action concernant ce tournant donc, qui s'est opéré justement dans ce domaine militaire et de défense? Tout à fait. Alors, Zeitenwende, c'est le discours en février 2022, 3 jours après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, convocation exceptionnelle du Bundestag. Parallèlement, il y a une énorme manifestation dans Berlin. Donc, sous les fenêtres des députés, il y a cette énorme manifestation en solidarité pour le peuple ukrainien. Et donc, il y a le sentiment d'un moment, effectivement, de bascule, un peu historique, où on attend que la politique soit au rendez-vous. Et il y a donc ce discours de Olaf Scholz, l'utilisation de ce terme de Zeitenwende. On peut beaucoup parler de la communication d'Olaf Scholz, qui a été particulièrement déroutante au cours de ces 3 années. En tout cas, moi, je retiens que pour un chancelier qui est resté pour l'instant 3 ans au pouvoir, on a donc ce terme très fort, alors que on a attendu beaucoup d'années avant d'avoir un terme fort peut-être à coller sur le bilan d'Angela Merkel. L'histoire dira si le Wir schaffen das restera à jamais sur Merkel, mais c'est vrai que lui, il a eu d'emblée ça. Au début, ils étaient plutôt forts dans la communication. Et donc, je parlais de mer agitée, la guerre en Ukraine, la nécessité absolue de prendre à bras-le-corps les questions de défense, à commencer par leur coût et l'argent qu'il faut mettre, l'annonce de ce paquet exceptionnel à 100 milliards d'euros qui est voté quasiment à l'unanimité par le Bundestag. Et il faut quand même se souvenir, enfin moi j'étais à Berlin à ces moments-là, un petit vent de panique quand même parmi la population. La guerre est à 2 pas. D'abord, les réfugiés ukrainiens arrivent immédiatement. On retrouve la situation dans les gares, notamment à la Hauptbahnhof à Berlin, de gens qui arrivent par train entier, qu'il faut accueillir. Et puis, aura-t-on du gaz pour tenir ? À ce moment-là, on découvre combien il y a de gaz dans les réserves. On découvre que les grosses réserves de gaz ont été en partie vendues à des consortiums russes. Il y a eu des listes de priorités sur les industries qui fermeraient les premières s'il fallait faire des économies, quelles étaient les infrastructures qui auraient en priorité du gaz russe. Effectivement, l'hiver suivant, 1 an après, les terminaux de gaz liquéfié sont ouverts et l'Allemagne n'a jamais manqué de gaz. Elle le paye cher, elle le paye différemment, l'énergie est là, il y a eu un coût, mais finalement, et ça, je pense que c'est à mettre à l'actif du gouvernement. L'année 2023, là, tout dérape. Il y a cette fameuse, justement, réforme du système de chauffage, la Heizungsgesetz, qui a été une catastrophe de communication, sans doute sur le fond mal boutiquée également, mais surtout mal présentée, des allers-retours qui ont vraiment aggravé les incertitudes et les doutes au sein de la population. On se demandait, mais alors attends, il faut changer, pas changer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et dans un contexte très angoissant internationalement, le fait d'avoir un chancelier qui ne donnait pas de ligne claire, pareil, est-ce qu'on va poursuivre le nucléaire, pas poursuivre le nucléaire, quelle centrale, combien de centrales, combien de temps on va les laisser, est-ce qu'on les laisse 6 mois de plus, 3 mois de plus ? Ça a créé énormément de doutes, et pour faire le lien peut-être avec la campagne qui commence, c'est sans doute l'un des grands atouts de Friedrich Merz. Évidemment, c'est simple d'être dans l'opposition aujourd'hui, donc il a des punchlines, et puis c'est aussi son style, et j'ai rencontré là récemment beaucoup de gens à Berlin qui me disaient, c'est pas ma tasse de thé, mais honnêtement, dans le contexte actuel, avoir quelqu'un qui me dit, bon, on va faire comme ça, t'es pas d'accord, mais on y va, je t'embarque, c'est un peu rassurant. Ça va être le gros handicap de Scholz pendant cette campagne. Voilà, il a été celui qui était en permanence en train de jouer sur plusieurs tableaux, le chancelier de la retenue, le chancelier précautionneux face à la Russie, et en même temps, l'Allemagne, premier bailleur d'armes à l'Ukraine, en Europe. Et donc cet entre-deux, qui était un peu du style de Merkel, faut le dire, ça a fonctionné du temps des années Merkel, mais là, le contexte international, la Zeitenwende, fait que ça fonctionne plus. Et Scholz n'a pas réussi, en tout cas, à imposer de leadership dans ce contexte. Mais c'est d'autant plus étonnant qu'il a été réélu comme candidat pour la chancellerie. Donc, on vient faire le pont vers la campagne qui s'amorce. Est-ce que c'est vraiment juste une question de leadership ou est-ce qu'il y a un manque aussi d'idées au sein du SPD ? Comment ils peuvent encore se démarquer ? Pour l'instant, on a constaté qu'il y a une mue un peu d'un point de vue organisationnel de la part des Verts, qu'ils ont changé leur équipe. Pour la SPD, voilà, il y a eu cette discussion qui va devenir donc le candidat
candidat. Mais à part ça, est-ce qu'il y a vraiment une remise en cause du personnel politique et de la stratégie de campagne? Je ne pense pas qu'il y ait une remise en question, d'autant que le personnel existant, on ne peut pas le remplacer si facilement. Scholz est candidat à la chancellerie, donc il y a quand même une continuité. Pistorius, ministre de la Défense, qui avait peut-être un moment hésité lorsqu'on en parlait de lui dans les sondages pour éventuellement être le candidat à la chancellerie, a clairement laissé entendre qu'il rêverait, qu'il espérait continuer son travail de ministre de la Défense. Et encore faut-il qu'il y ait une grande coalition qui sort des élections de 2025. Et les chrétiens démocrates aussi se mettent déjà en position de marche pour la distribution des portefeuilles à venir. Donc dans une grande coalition. Ou bien, parce que c'est également possible, une coalition avec les Verts. Mais bon, on n'y est pas encore. Sachant qu'on a déjà ça au niveau des Länder. On a ça au niveau de Baden-Württemberg, Rhénanie-Westphalie, on l'a eu au niveau de la Hesse, on l'a toujours maintenant au Schleswig. Donc il y a quand même des coalitions au niveau de certains Länder entre chrétiens démocrates et Verts qui fonctionnent bien. Enfin, la question sera quel résultat est-ce qu'on aura? Donc les sondages donnent quoi quand on regarde la fameuse Sonntagsfrage? Alors la CDU est à 33%. C'est extrêmement constant. Ce qui est déjà en soi assez remarquable, étant donné que partout en Europe, les partis conservateurs classiques se cassent la figure, les uns après les autres. Donc faire 33%, c'est pas mal. Le SPD est à 15% dans les sondages, les Verts sont à 13%. Ça peut bouger. Une grande coalition, je pense pas que ce soit la chose la plus populaire qu'on puisse imaginer et que très vite les Allemands vont s'en lasser. Et ça va évidemment avoir un impact sur le fonctionnement de cette nouvelle grande coalition. En plus, les Allemands ressembleraient de plus en plus aux Autrichiens, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Merci beaucoup pour ce premier tableau sur justement les sondages actuels. Hélène, est-ce que tu pourrais peut-être compléter ce qu'il en est aussi des autres partis, parce qu'on n'a pas encore parlé des libéraux qui risquent de éventuellement ne pas être représentés tout court au Bundestag, et bien sûr aussi de l'AfD qu'on n'a pas encore mentionné. C'est quand même un sujet très très important aussi. Oui, après il y a aussi die Linke et BSW. Alors effectivement, à l'heure actuelle, on pourrait dire qu'il est très probable que le prochain chancelier soit Monsieur Merz, qui est donc le candidat des chrétiens démocrates CDU-CSU. Mais moi, je suis toujours extrêmement prudente jusqu'au jour des élections. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et notamment puisque un des thèmes de campagne va être la guerre en Ukraine et le soutien à l'Ukraine. Ce matin, Olaf Scholz a un peu surpris tout le monde en partant en Ukraine parce que peut-être que M. Zelensky venait juste d'inviter M. Merz à venir. En tout cas, il a pris de court. C'est l'argument principal de Scholz. Je vais répondre à ta question, Jeannette. Pour cette campagne, c'est « je suis le chancelier de la paix, avec moi, ça sera la retenue. Regardez, j'ai aidé l'Ukraine, mais on n'a pas fait escalader le conflit. J'ai pas livré les Taurus. Je décompte mes bunkers. Je vous protège. N'ayez pas peur, braves gens. » C'est son argument principal, qui fonctionne. C'est l'ADN du SPD aussi. Je pense que c'est une façon aussi pour lui de reprendre un peu le dessus. Après cette petite fronde interne au SPD, beaucoup de gens se sont demandé s'il était effectivement le bon candidat. Si jamais la situation s'aggrave terriblement en Ukraine et qu'il faut être beaucoup plus offensif et présent sur le terrain, c'est ça qui va sans doute faire la campagne. C'est-à-dire les Allemands vont voter on y va ou on n'y va pas. On y va avec Merz, on n'y va pas avec Scholz. Ça pourrait être ça. Donc moi, je suis très prudente sur aujourd'hui les sondages. Cela dit, il y a effectivement quelques tendances. Je ne vois pas revenir les libéraux. On a eu beaucoup de fuites dans la presse sur l'organisation de la fin de la coalition, qu'ils auraient donc planifié, organisé. Le SPD l'avait fait aussi. Mais c'est vrai que les termes utilisés, ils ont parlé d'un D-Day. C'était des termes très martiaux qui... alors qu'il y a une vraie guerre sur le continent européen, font quand même mauvais effet. Actuellement, dans les sondages, j'ai même vu un sondage à 3%. En gros, il faut 5% pour être présent au Bundestag. Oui, ils sont à 5% très actuellement en sondage du 30, mais bon, ils pourraient frôler les 5%. Voilà. Après, ils disent que c'était comme ça aussi dans les années précédentes, pour les campagnes précédentes. Ils ont toujours réussi à se remettre sur pied un peu sur la dernière ligne droite de la campagne. Il y a une semaine, tu m'aurais posé la question, j'aurais dû ça. Là, ce week-end, ils ont vraiment montré une image vraiment déplorable. Ils arrivent en campagne quand même très amochés. L'AfD. 19%, c'est très haut. Ils entrent en campagne en étant très haut. Ils entrent en campagne en ne disant rien. Ils font profil bas et ça fonctionne. Ils laissent le SPD s'écharper sur son candidat. Ils laissent Merz et Scholz se positionner.
Et eux, ils savent qu'ils vont récolter de toute façon sur la crise économique et sur l'immigration. J'ai vu qu'ils avaient beaucoup de mal à louer des salles pour faire des meetings politiques cet hiver. C'est la difficulté de tous les partis politiques. Faire campagne en hiver, quand c'est la saison des tournois de sport en salle, on a du mal à trouver des salles. Le hockey sur glace, le handball, les concerts, tout ça se fait dans salle en intérieur. C'est booké depuis des semaines. Du coup, c'est compliqué. Et quand on est l'AfD, c'est d'autant plus compliqué. Du coup, Alice Weidel a l'intention de faire énormément campagne en ligne. Or, on sait que sur les réseaux sociaux et en ligne, l'AfD est très largement représentée. Sur TikTok, l'AfD rassemble est suivi par plus de personnes que tous les autres partis politiques allemands ensemble. À l'extrême gauche, intéressant, ce nouveau parti autour de Sarah Wagenknecht, qui était avant à Die Linke, très anti-OTAN. Elle a fait des étincelles lors des élections régionales à l'Est. Les sondages nationaux la donnent à 6%, ce qui est finalement pas mal pour un parti qui a été créé en janvier, mais pas si exceptionnel que ça. Die Linke, du coup, risque de ne pas être présent, parce qu'elle prend quand même des voix à ce parti-là. Et au final, et c'est ça qui va être intéressant dans la construction des coalitions, c'est pour ça que je suis très prudente aussi, c'est quels seront les partis présents au Bundestag. Est-ce qu'on va avoir finalement peut-être un parlement allemand avec peut-être que 4 partis, 5 partis, les Verts, le SPD, CDU, CSU et l'AfD, et les BSV, 5. Dans ce cas-là, la formation de majorité, c'est le nombre de sièges d'élus qui compte. Et donc, on peut avoir des formations de coalition si 2 partis atteignent en théorie que 47 ou 48%. Donc, ça a un impact assez fort, en fait, sur la répartition des sièges dans l'ensemble. Ça, c'est une chose. Mais là, tu pars aussi du principe que Die Linke va complètement s'effondrer parce qu'elle sera éclipsée par le BSV, en tout cas. En tout cas, c'est des vases communicants. Sarah Wagenknecht a dit que, quand elle a créé son parti, elle a donné comme argument notamment que c'était une façon de faire baisser l'AfD. On le voit, ce n'est pas le cas. La question, c'est à qui elle prend. Et quand on regarde effectivement la situation là dans les élections régionales à l'Est, elle a pris énormément à partir Die Linke. Et elle a pris au SPD aussi. Tous ceux qui veulent pas de soutien à l'Ukraine, donc qui sont pas sur cette ligne de on envoie des armes, ils ont par exemple aimé ce discours de Sarah Wagenknecht. Quelle sera la mobilisation aussi des gens qui ne vont pas voter? Tout ça, c'est encore assez flou. Ça a été qu'il y a 3 semaines. Sachant que la campagne n'a pas encore réellement commencé, ça va se faire plutôt mi-fin janvier. Hans, tu avais des précisions, je pense, à apporter? Non, pas forcément des précisions, mais cette question du thème de la campagne électorale, que Scholz va essayer de faire le coup de Schröder. Lorsque Schröder, en 2002, anticipe une non-participation de la Bundeswehr à une opération américaine en Irak, et il se présente comme le chancelier de la paix, et ça lui permet de gagner ses élections alors qu'il était très mal parti dans les sondages. Scholz essaie de faire la même chose, mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, nous avons Trump qui revient donc à la Maison-Blanche en janvier. Il va y avoir une pression forte de la part des États-Unis pour en finir avec ce conflit-là. Et donc se pose la question, évidemment, est-ce que l'Ukraine accepte des pertes territoriales? Kiev ne peut l'accepter que si il y a un engagement fort de la part des Occidentaux pour sauver les 80% restants, parce qu'autrement, l'Ukraine risque de devenir une deuxième Biélorussie avec renversement de Zelensky et installation à Kiev d'un régime de marionnettes à la Loukachenko. Voilà. Et ça, je pense que personne ne peut vouloir ça, peut-être mis à part Madame Wagenknecht. Donc, se pose la question d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine pour éviter que les Russes, un dimanche matin, ne progressent une nouvelle fois. Évidemment, il faut déployer des troupes le long de la ligne de front. Ça doit être un mandat robuste avec mandat de combat si nécessaire. Alors imaginez un instant que les Français y vont, les Britanniques et les Polonais et les Roumains, mais pas les Allemands. Quelle image ça donne? Cette question se pose, elle va se poser durant la campagne électorale. Et l'Allemagne ne peut pas y échapper. Et là, on verra bien comment les forces politiques vont réagir. Je pense qu'ils vont se dévoiler quelque part, parce qu'il y a quand même au sein du SPD un groupe qui freine des cas de fer la réalisation de la Zeitenwende, qui fait de l'obstruction. Voilà, ça c'est clair. Est-ce que les chrétiens-démocrates n'auraient pas peut-être plutôt intérêt à travailler avec les Verts? Parce que si Mützenich devient ministre des Affaires étrangères, il va peut-être réclamer ce poste. Il va continuer à faire obstacle.
Juste peut-être pour revenir, Mützenich, c'est le chef du groupe parlementaire du SPD aujourd'hui au Bundestag, donc un rôle très important dans une démocratie parlementaire, évidemment, et un homme effectivement très sur la ligne de cet ADN du SPD, antimilitariste, pacifiste, etc. Surtout, tous les experts en matière de défense ont été évacués. Il y avait 3-4 députés experts des questions de défense et de sécurité, et Mützenich les a tous fait partir les uns après les autres. Et d'ailleurs, je termine sur ce point, la fameuse Zeitenwende, je suis désolé, ça n'a pas été vraiment réalisé non plus. Donc, je ne vais pas dire que c'est une rigolade parce que je ne veux pas être excessif, mais je le pense en mon fort intérieur, étant donné que ce fonds spécial de 100 milliards va être dépensé au courant de l'année 26 et que nous n'avons aucune perspective budgétaire pour l'année 2027 pour arriver aux 2% de PIB consacrés à la défense. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. Et étant donné la pression américaine, et cette fois-ci je la salue, en réalité, les Européens doivent assurer seuls, aujourd'hui, leur défense conventionnelle. Et c'est le prix à payer pour maintenir la défense nucléaire, la dissuasion nucléaire, donc la garantie nucléaire américaine, donc l'article 5. Et pour cela, la Bundeswehr n'est absolument pas, pour le moment, équipée, et elle n'a pas le budget pour, et il y a au sein de la population allemande absolument pas de majorité en faveur des sacrifices qui sont nécessaires du point de vue social, etc., pour permettre à la Bundeswehr d'obtenir les 3% qui sont nécessaires pour la mettre au niveau polonais. Parce qu'aujourd'hui, je termine là-dessus, on voit une situation où la sécurité de l'Allemagne, d'un point de vue conventionnel, est assurée par la Pologne. C'est ça la réalité. Et c'est intenable. C'est intenable. Et donc, se pose cette question-là, et elle va se poser durant la campagne électorale. Et pour moi, le Friedenskanzler Scholz, la réponse est très largement insuffisante. Très bien. Il y aura plein d'aspects sur lesquels on peut revenir, mais j'aimerais bien aussi donner la possibilité de poser des questions au public bientôt. Mais je te laisse encore répondre, Hélène. Juste un aspect qu'on n'a pas encore mentionné, et Hans fait un peu le point en évoquant la question du financement. Cette question elle se pose bien sûr pour la question de la Bundeswehr, de la modernisation, ce plafond qui devait être un plancher, 2%, mais il y a bien d'autres sujets aussi sur lesquels on n'a pas encore réellement trouvé des réponses, en fait, comment on pourrait les financer, notamment les lacunes en fait que laisse cette coalition feu tricolore pour tout ce qui est infrastructure aussi. Donc on a quand même des lacunes en termes d'infrastructure en Allemagne, et dans ce contexte-là, même Friedrich Merz a mentionné donc la réforme du frein à l'endettement, de Schuldenbremse. Donc voilà, toute cette discussion autour de comment on finance les politiques publiques, comment tu vois ça, quelle pourrait être une solution? N'importe quelle personne qui arrivera à la chancellerie après le 23 février devra se poser la question, comment on paye tout ça? Comment on finance tout ça? Parce qu'effectivement, les dépenses militaires, elles vont devoir augmenter, on le sait, d'une façon ou d'une autre. Alors, le Schuldenbremse, très intéressant, là, on a retrouvé un Scholz dans la communication au moment de la chute de cette coalition. Il fait monter la petite musique du récit de « Je vous ai protégé, moi, les Allemands, parce que, regardez, il faut aller aider l'Ukraine pour vous protéger de façon existentielle face à la guerre, mais je ne voulais pas non plus opposer le pauvre retraité allemand, les écoles, les enfants, les hôpitaux, et donc je ne voulais pas opposer ces dépenses-là. Et regardez, les libéraux, eux, en s'accrochant au frein à la dette, nous contraignaient à faire des choix. Et moi, le chancelier, j'ai refusé de faire ce choix parce que je pense à tout le monde et que je suis celui qui vous protège. C'est le récit qu'il donne en ses débuts de campagne. Et finalement, ça a assez bien fonctionné, je dois dire, puisque en une semaine, on a vu Friedrich Merz bouger terriblement sur cette question. Le 7 novembre, 12 heures après l'annonce de la fin de la coalition, il dit, lors d'un débat public à Berlin, qui sonnait en anglais, on lui demande s'il est question de bouger, il dit « no ». Une semaine plus tard, il dit « S'il s'agit de dépenser plus pour juste dépenser plus, non, mais en revanche, si c'est pour faire des dépenses pour l'avenir des enfants, des générations futures, alors là, on peut en discuter. » Donc en gros, il comprend qu'il va arriver au pouvoir et qu'il faudra qu'il dépense de l'argent et que là, du coup, suspendre le frein à la dette ou en tout cas assouplir les conditions de suspension du frein à la dette, ça serait quelque chose qui serait possible. Cela dit, il faut une majorité des 2/3. Des parlementaires, et donc ça dépend aussi des résultats électoraux. Voilà, aujourd'hui, ça serait possible. On verra ce qu'il en est. A priori, le SPD voterait pour, les Verts voteraient pour. S'il arrive à convaincre l'ensemble des députés de CDU-CSU, c'est jouable. Mais encore une fois, les électeurs n'ont pas voté. Ce qui est intéressant sur Merz, c'est que j'ai l'impression que donc
Friedrich Merz faisait de la politique dans les années 90, étoile montante de la CDU, présenté comme le dauphin d'Helmut Kohl à l'époque. Il s'est trouvé avec Angela Merkel en travers de sa route. Bon, on sait qu'ils ne s'aiment pas, et c'est vrai que Friedrich Merz, on a l'impression qu'il arrive en campagne en présentant la bonne vieille CDU ouest-allemande des années 90. Avec nous, il n'y aura pas de surprise. Vous savez où on va. Une CDU pro-européenne, une CDU proche de la France, une CDU engagée sur ces questions de défense, et une CDU qui, à l'époque, dépensait de l'argent. Et c'est vrai que ce totem du frein à la dette, c'est vraiment un des piliers des années Merkel. Enfin, c'était M. Schäuble, son ministre des Finances, qui l'avait mis en place. C'est peut-être un peu exagéré, mais peut-être que ça lui fait aussi un petit peu plaisir d'écraser du pied, encore une fois, un dernier totem des années Merkel. J'aurais plein d'autres questions pour rebondir, mais je pense qu'on va laisser la place aussi aux questions du public, parce qu'on a encore une bonne dizaine de minutes. Est-ce que vous pourriez tenir le micro peut-être comme proche, ça, voilà. Ouais. La première chose que vous avez omis, c'est qui va jouer énormément au niveau des élections, c'est l'industrie automobile, parce que je pense que les Allemands vont se retrouver devant un dilemme, est-ce qu'il faut aider l'Ukraine ou aider l'industrie? Deuxièmement, il va y avoir aussi un problème au mois de décembre qui joue avec l'Europe. C'est le procès de Mme von der Leyen. Du Covid, des vaccinations du Covid, le procès serait au mois de décembre. D'accord. Et une petite constatation, et je conteste aussi ce que vous avez dit, monsieur. Vous parlez de l'arme nucléaire américaine, mais vous oubliez que la France l'a aussi. En deux mots, la dissuasion nucléaire française, c'est pour la France. Surtout si nous avons une présidente Le Pen ou un président Mélenchon ou quelque chose de ce genre. Donc non, la France n'a jamais élargi sa dissuasion à d'autres pays européens. Ensuite, l'automobile, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est absolument essentiel. Mais une question, par exemple, pour l'automobile, c'est est-ce que l'Allemagne continuera à pouvoir exporter son automobile aux États-Unis? Vous pensez bien qu'il y aura une négociation avec les Américains, donc avec Trump, et que Trump va fixer des conditions. Et les conditions, ça peut être, par exemple, des achats plus massifs encore par les Allemands de matériel militaire américain. Tout est lié. Exactement. À mon sens, il y a deux sujets. Cette campagne va se faire sur deux sujets. La défense, l'Ukraine, on en a parlé, et l'économie. Et là, Merz arrive avec un très gros atout. D'abord, quand on demande aux Allemandes et aux Allemands quelle partie leur semble la plus compétente sur les questions économiques, c'est toujours la CDU qui sort en tête. Et Friedrich Merz, ce qui aurait pu peut-être, dans un autre contexte, être un handicap, a fait pendant toutes les années Merkel une carrière dans la haute finance internationale, dans le privé. Il a gagné beaucoup d'argent, il circule en jet privé. C'est un homme qui assume d'avoir fait beaucoup de business. C'était il y a 2-3 ans sans doute un handicap de dire avec 1 million d'euros par an, je fais partie de la classe moyenne allemande. C'était quand même un beau ratage. Aujourd'hui, ça reste quand même quelqu'un qui arrive avec cette compétence. J'ai fait du business, je sais gérer, je sais quand on regarde les comptes, je sais ce qu'il en est. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très critique au bilan de Robert Habeck, qui était ministre de l'économie vert et qui est le candidat des Verts. Très bien. On va prendre la question ici, au premier rang. Bonjour et merci pour tout. Et je pense que ma question va compléter ce que vous venez d'aborder, justement sur les thèmes de campagne. Jusqu'à maintenant, vous avez surtout parlé de l'Ukraine. Donc là, vous avez un peu parlé d'économie. Je veux savoir quels sont les autres thèmes de campagne, selon vous, qui vont commencer à se dégager à partir de janvier, quand on connaîtra les listes. Peut-être en volet qu'on n'a pas encore vraiment mentionné, c'est tout ce qui est sociétal, mais politique sociale aussi, la retraite, le SMIC. En tous les cas, pour la SPD, c'est assez important. Est-ce que tu vois d'autres sujets, Hélène ? L'immigration, l'insécurité. On a eu quand même l'attentat à Solingen fin août. Enfin, je pense que de toute façon, l'AfD aurait quand même fait le plein, même sans ce drame de Solingen. Très concrètement, j'ai parlé tout à l'heure de l'arrivée des réfugiés ukrainiens. L'Allemagne a accueilli plus d'Ukrainiens que de Syriens. Et cet effort qui a pu être fait dans les années 2015-2016, parce que la population a suivi la ligne lancée par Merkel, s'est remonté les manches, a dit « Allez, je vais prendre en charge une famille syrienne, je vais être la marraine pour trouver un logement, mettre les enfants à l'école, les accompagner, etc. » C'est plus là. Il y a une fatigue, il y a un manque de confiance. Il y a quand même, ça je pense que ça va être un thème de campagne également, une société allemande qui doute, une société allemande qui se dit « wir schaffen das nicht mehr », on n'y arrive plus. Même les communes très engagées dans l'accueil des réfugiés disent tout simplement c'est trop, il faut qu'on organise, il faut qu'on régule, il faut qu'on prenne un moment pour organiser tout ça. Ça met de l'eau au moulin des populistes d'extrême droite et du parti AfD, et aussi
de Friedrich Merz. Il faut se souvenir de lui au mois de début octobre, en disant regardez, on n'y arrive plus, c'est plus possible. Il est sur cette ligne très stricte sur l'immigration, d'un contrôle de l'immigration, très strict sur les questions d'intégration aussi, très exigeant. Il y a donc une loi pour faire venir de l'immigration, de la main-d'œuvre très qualifiée. Ça, Friedrich Merz ne la remettra pas en question. Mais est-ce qu'on ouvre grand la possibilité d'une naturalisation rapide? Il faut voir ce qu'il en est de la loi sur la nationalité qui est passée avec cette coalition de progrès. Est-ce que ça va pas être un petit peu contesté? Est-ce qu'on n'attendra pas plus des gens qui vont arriver en Allemagne? Je pense que c'est quelque chose qu'attend quand même la population allemande et il va y avoir ce débat d'une façon ou d'une autre. Si la situation se dégrade encore davantage en Syrie, comme on le voit actuellement quand même avec la poussée des islamistes, on doit s'attendre évidemment aussi à une vague supplémentaire de réfugiés syriens. Et ça pourra éventuellement se produire là durant l'hiver. Mais je pense que cette campagne va être quand même marquée par le retour physique de Trump à la Maison-Blanche. Donc en janvier, les élections sont en février. Donc c'est juste un mois après. Et pendant ce premier mois, l'administration Trump, elle va, entre guillemets, elle va marquer l'actualité. Je vois la classe politique allemande plutôt en mode réactif qu'autre chose. Donc, et surtout, il ne faut pas sous-estimer la crainte des Allemands de perdre cet allié américain dont on dépend tant et qui est le principal partenaire économique devant la Chine aujourd'hui de l'Allemagne. L'Allemagne a un excédent commercial avec les États-Unis de 60 milliards de dollars. C'est absolument extraordinaire. Et on sait que Trump attend les Allemands au tournant. Et il se pose d'ailleurs déjà la question de taxes qu'il va appliquer à la Chine, au Canada et au Mexique. Donc ça va venir aussi. L'Union européenne sera concernée. Puis vous avez aussi toute l'affaire du Mercosur, auquel les Allemands attachent énormément d'importance et que la France rejette, mais pas que la France, l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Mais les Pays-Bas, c'est extraordinaire parce qu'ils ont le même modèle économique que les Allemands, donc axé sur les exportations. Et donc, tous les voisins de l'Allemagne sont hostiles à ce traité et ça va poser des questions pour la politique d'exportation. C'est-à-dire, quand on veut faire, entre guillemets, renouer un peu avec la croissance économique et les recettes fiscales, les exportations vont jouer un rôle important. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Oui, vous avez le micro déjà, et après on va passer. Ah, ok, merci. En fait, je voulais, vous avez anticipé un peu ma question. Je voulais projeter votre question sur effectivement le sujet libre-échange et commerce international et voir un peu votre lecture sur comment dans les différents groupes politiques allemands cette confiance dans le libre-échange absolu évolue, tenant compte de ce que vous décriviez, effectivement, de la perte complète de compétitivité de l'industrie automobile, par exemple, et de ce qu'on voit aujourd'hui se dérouler. Voilà, comment cette vision évolue et cette notion de se dire peut-être un peu de réciprocité, de protectionnisme peut émerger aussi dans une classe politique allemande. Oui, donc est-ce qu'il y a un contre-discours, comme on le voit peut-être en France? Il y avait une autre question là, et puis... Bonjour, merci. Après les 16 ans comme Merkel, comme chancelier, est-ce que vous pensez que la relation franco-allemande s'est aggravée? Et est-ce que vous pensez, avec un changement de gouvernement, ça va s'améliorer? Ou est-ce que vous pensez que les peuples français et allemands ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas que ça va s'améliorer? Oui, très clair. Donc, changement de cap pour les relations franco-allemandes avec des nouvelles élections et un nouveau chancelier. Merci beaucoup. Ma question va exactement dans le même sens. Je sais que c'est difficile de spéculer sur quel sera le gouvernement français dans les mois à venir, mais comment voyez-vous, disons, la France et la relation avec la France dans le programme de Merz? C'est-à-dire, en gros, comment Merz perçoit la relation franco-allemande. Et peut-être je vais aller plus loin. On va se projeter en 2027. J'ai été très frappé, j'étais au Pariser-Platz Dialogue en fin de semaine à Berlin, et j'ai entendu pour la première fois les Allemands présents dire « il faut que nous nous préparions à l'élection de Madame Le Pen comme présidente de la République en France ». Là, je dois dire qu'on a franchi un cap. Donc, si cette option se confirmait, quelle serait, du côté de Berlin, la réaction concrète dans la relation avec Paris, avec la France? Très clair, merci. On va peut-être commencer avec le libre-échange pour finir en bon terme sur le franco-allemand.
Donc, le commerce international, l'excédent commercial allemand pour 2023 est environ 250 milliards. Donc, ça veut dire que l'excédent commercial allemand est devenu le même que celui d'avant le Covid. Et ceci dans un contexte quand même de récession économique en 2022-2023, récession économique et forte baisse des recettes fiscales. Donc, ça veut dire que si l'Allemagne maintient, malgré tous les problèmes qu'elle a au point économique, aujourd'hui encore un tel excédent commercial, vous imaginez à quel point c'est important de compter dessus, d'autant que l'environnement craintif auquel les Allemands sont confrontés, les crises, les angoisses, etc., font que le comportement au niveau de la consommation intérieure va être en berne. Donc les Allemands vont continuer à ne pas consommer, à économiser, à mettre l'argent de côté, et donc à ne pas relancer la machine économique, et donc par conséquent, le seul moteur de la croissance économique allemande aujourd'hui, ce sont les exportations. Donc je voulais insister sur ce point-là, et puis le franco-allemand, mais Hélène va évidemment répondre à cela aussi. C'est clair qu'avec une présidente Le Pen, ça va être sans doute impossible de faire du franco-allemand si on prend au sérieux toutes les positions qu'elle avait prises à l'égard de l'Allemagne durant les 2 campagnes ou 3 campagnes électorales précédentes. Donc elle n'en veut pas, elle a même dit très clairement qu'elle remettrait en question tous les projets franco-allemands, notamment les projets d'armement, et c'est le meilleur moyen de pousser les Allemands encore davantage dans les bras des Américains. Ensuite, s'il y a un rapprochement entre la droite conservatrice et d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, c'est le contraire de la politique donc de la Brandmauer qu'on applique en Allemagne, cette prise de distance absolue par rapport à l'AfD. Et si les républicains continuent leur rapprochement avec le Rassemblement national, là, nous avons quand même quelque part un problème qui va se poser pour les chrétiens-démocrates. Et donc, du coup, je pense que même si Friedrich Merz, je termine là-dessus, est à mes yeux clairement orienté pro-Europe et pro-Paris, et il a été reçu par le président Macron, donc il y a quand même déjà un dialogue, ça va être très compliqué à partir du moment où la France, du centre-droite, s'ouvre à l'extrême droite. Merci beaucoup. Peut-être, Hélène, sur le franco-allemand aussi, avec Merz, ce qu'on peut attendre. Alors, on sort de 3 années un peu compliquées sur le franco-allemand. Alors, on peut dire que M. Scholz et M. Macron ne s'entendaient pas et qu'il y avait des questions personnelles difficiles, etc. Je réponds toujours, moi, le couple franco-allemand, je ne le connais pas. Je connais plein de couples franco-allemands, plein de familles franco-allemandes. Et quand vous regardez les statistiques, on s'inquiète toujours sur la baisse des chiffres des gens qui apprennent l'allemand en France et qui apprennent le français en Allemagne. Très intéressant de voir que tous les enfants bilingues de toutes ces familles franco-allemandes ne sont comptabilisés nulle part parce que souvent ils ne sont pas dans les cours d'allemand et de français. Les parents décident de les mettre plutôt faire de l'anglais ou autre chose. Donc il y a quand même cette puissance de la société civile. Et ces 3 dernières années, on a vu finalement la mise en place technique, dans le concret, dans le détail, de choses qui avaient été décidées avant, notamment par le traité d'Aix-la-Chapelle. Évidemment, et il y a 2 personnes ici qui sont là, le Fonds citoyen franco-allemand, le Bürgerfonds, qui a justement accentué tout ce travail de la société civile pour l'accompagner. Mais il y a l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui a fait du travail intéressant également et qui peut effectivement compenser des problèmes de leadership au niveau de l'exécutif, des comités transfrontaliers également. Et il y a des choses qui sont là, qui sont mises en place, qui ont perduré malgré les difficultés, ce qui donne un peu d'espoir s'il y a un blocage ultime au niveau de l'Élysée dans les années à venir. Merz joue sur cette corde, cette tradition rhénane, Adenauer, Kohl. Les parlementaires de la CDU sont compétents sur les questions franco-allemandes et européennes, y compris les jeunes. On a pu voir, et c'est sans doute un des défauts, une grosse lacune de cette coalition sortante, la Ampel Coalition, il y avait beaucoup de jeunes chez les libéraux et les Verts parmi les parlementaires, des gens qui avaient pris un peu pour acquis cette relation franco-allemande et qui, dans leur jeunesse, s'étaient dit je vais plutôt faire une année aux États-Unis ou une année en Australie ou une année en Israël ou une année en Argentine. Et du coup, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient peut-être pas compris qu'il fallait systématiquement chercher le lien et discuter et expliquer parce que le franco-allemand, c'est 2 pays différents mine de rien et qu'il faut tout le temps expliquer, raconter, se rencontrer pour que ça fonctionne. Et je pense que ça, j'ai toujours cet espoir-là. Je vois qu'à chaque fois qu'il y a une crise politique, finalement, la société civile répond tout de suite à ces lacunes et là, finalement, la société civile a été la première avant la politique. Et si quelqu'un a la réponse ici, j'aimerais bien avoir des sondages d'opinion en 1963 au moment du traité de l'Élysée. Combien de Français et d'Allemands
voulait ce rapprochement et cette amitié. Et je pense que l'argument de dire c'est pas populaire de faire du franco-allemand, il faut quand même se rappeler comment on a fait du franco-allemand. Peut-être à rebours de ce que voulaient peut-être les peuples à un certain moment. Merci beaucoup Hélène, et je pense que ce que tu viens de dire, se faire comprendre, expliquer les choses, comme on est deux pays très différents, c'est aussi l'idée de cette manifestation, de cette série de manifestations, et vous avez contribué à ce but. Donc merci beaucoup d'avoir tous été là, et à très bientôt. Oui, merci au public de la maison Heinrich Heine et merci à Jeannette Zus du CERFA pour l'animation de cette discussion, ainsi qu'au secrétaire général du CERFA, Paul Maurice, pour l'invitation. Ce cycle de conférences a été monté avec le laboratoire de recherche CIRIS, la revue Allemagne d'aujourd'hui et le Hub culturel européen. Merci à vous toutes et tous pour vos écoutes dans 21 pays du monde désormais. C'est ce que me disent les statistiques d'écoute du podcast en cette fin d'année et je trouve ça complètement dingue. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.